Alors, ce qui se passait aussi dans les temps anciens, c'est que les gens avaient compris que tous les 50 ans, en gros, il fallait faire ce qu'on appelle le jubilé, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens n'aient plus de dettes. C'est-à-dire qu'au bout de 50 ans, voilà, j'ai bien profité de ta femme, de tes enfants, de ton travail gratuit, de tes terres. Toujours l'idée, moi, du marché qui est comme un cocaïnomane, tu vois. Et il a besoin de sa cocaïne. Rentre dans une phase dépressive, c'est-à-dire où la confiance est perdue et où il y a de plus en plus de faillites. Parce que là, le château de cartes s'effondrerait et l'immobilier est à zéro, les actions aussi. C'est ce qui devait se passer d'ailleurs en 2008, mais on fait que de se battre contre ça. Salut Anis, comment ça va? Salut Faudil. Très bien, très bien. Bon, Anis, je voulais qu'on parle d'un sujet, une question qui revient souvent et qui me semble super importante. Tu sais, on dit souvent que, tu vois, normalement, l'économie réelle est censée être connectée, enfin, la bourse est censée être connectée avec l'économie réelle ainsi que les valeurs de l'immobilier. Depuis un petit moment, on a l'impression que le lien est complètement coupé. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu pourquoi il y a cette déconnexion avec l'économie réelle. Parce que, bon, je le rappelle, la bourse, à la base, pour faire très, très simple, l'objectif, c'était quand on émettait des actions sur le marché boursier pour une entreprise, une action, ça représentait en gros le titre, une part de la société, pour faire très simple, et on émettait cette action. En contrepartie, les actionnaires, les investisseurs donc, achetaient, et ça permettait à la société de pouvoir obtenir du financement pour pouvoir se financer leurs différents projets, leur développement. C'était comme ça en théorie et à la base. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est complètement freestyle. Il n'y a plus de connexion. Tu peux avoir une crise mondiale et tu as la bourse qui se balade tranquillement et qui continue à monter. Et pareil pour l'immobilier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette déconnexion? Bonjour tout le monde. Alors, si on reprend la société, donc si toi tu ouvres un business, tu as deux façons d'avoir du capital. OK? Donc, la première façon, c'est ce que tu as dit, c'est de faire en sorte que les gens participent avec toi au risque et aussi au profit. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils investissent dans ton business, ils ont une part des actions à hauteur de ce qu'ils auront amené. Et en échange, si la société fait des profits, eh ben, elle va distribuer des dividendes, elle va distribuer de l'argent. OK? Ça, c'est la première façon. Et donc, quand c'est des énormes boîtes, des multinationales, comment ça se passe? C'est soit une émission, c'est l'IPO en gros, quand on va à la bourse, on dit voilà, nous on veut lever de l'argent à la bourse, on est prêt à donner 20% de notre société et en échange, on veut du capital. Ça, c'est l'introduction publique. Voilà, c'est l'introduction, c'est la première. Après, qu'est-ce qui se passe? Les 20% qui vont être donnés aux gens qui ont apporté du capital, ces 20% ne vont pas rester dans le portefeuille des investisseurs et ne plus bouger. En général, ils vont aller dans ce qu'on appelle le marché secondaire. Okay. Donc, quand il y a une émission, quand c'est la première fois où la société crée des actions et les donne contre de l'argent, le marché secondaire, c'est celui qu'on voit à la télé, c'est-à-dire c'est le marché de l'occasion. Quand je dis c'est le marché de l'occasion, c'est un peu le bon coin de la bourse, c'est-à-dire que c'est là où les gens se vendent les actions d'occasion. C'est-à-dire que là, la société ne gagne strictement rien. Au pire, là où ça peut l'aider, ces échanges-là, c'est de pouvoir donner une valeur à tout moment à leur boîte. Parce que si on regarde le nombre d'actions qui existent fois le prix de l'action, ben ça, c'est ce qu'on appelle la capitalisation boursière de la boîte. Et donc ça lui donne une valeur. Mais sinon, ça n'apporte strictement rien à l'entreprise. Tu vois, si Renault vend des voitures nouvelles, oui, elle gagne de l'argent. Mais le fait que derrière, les voitures d'occasion s'échangent, ça prouve que ces voitures sont liquides, en fait. Tu vois, ça donne un peu de confiance à ceux qui vont acheter des Renault neuves. Ils vont se dire, bah, il y a un marché de l'occasion qui est très, très liquide. Donc, moi, je vais acheter une Renault neuve et après, je vais l'échanger sur le marché d'occasion dans le bon coin. Je sais qu'il y aura des gens qui vont acheter. Voilà à quoi sert le marché secondaire. Donc, en gros, pas à grand-chose pour la boîte. Alors, pour qui? Justement, bah alors de nos jours, en fait, alors c'est facile. Jusqu'à pas très longtemps, c'est 97% des échanges d'actions, c'était dans le secondaire. Le primaire ne représentait que 3%. Wow. Maintenant, c'est négatif. Parce que, ouais, alors je vais expliquer ça parce que c'est marrant. Parce que tout est possible avec la bourse. C'est que déjà, les boîtes, quand elles ont besoin d'argent, bah, il y a de l'argent à gogo et gratuit. Pourquoi elles iraient se casser la tête à donner de leurs actions qui rapportent des profits, alors qu'elles peuvent aller lever de l'argent? LVMH lève quasiment à 0%. Elles peuvent aller lever justement au marché de la dette. Ça, c'est la seconde façon
de lever de l'argent. C'est d'aller vers les marchés obligataires, les marchés de la dette, et pour les gens un peu normaux, les petites entreprises, etc., vers le banquier, vers le crédit. Okay. D'ailleurs, c'est assez drôle que dans un sens, on dit crédit quand c'est des petits gars, tu vois, et quand c'est des gros, on dit le marché de la dette, le marché obligataire. Parce que quand il y a la notion de crédit, on dirait qu'il nous fait un plaisir, tu vois, le banquier à nous faire un crédit. Mais en fait, c'est la dette. La monnaie à ce moment-là, elle est créée de nulle part au moment du crédit. Donc, pour pas perdre... Hein, ça. Plus tu descends, plus t'es petit, plus finalement tu es culpabilisé, quoi. Voilà, exactement. Et donc, voilà. Donc, il y a deux façons pour eux à ces boîtes, c'est soit l'augmentation de capital, soit l'accès au marché de la dette. Et comme je disais, le capital, les gens n'y vont plus, quoi, parce qu'ils peuvent lever de la dette gratuitement. Donc, ils vont juste sur le second canal. Grâce à qui? Grâce à maman BCE, maman Fed, etc., qui mettent à disposition de tous ces gens beaucoup, beaucoup d'argent. Mais alors, pourquoi c'est négatif? Ça aussi, c'est important. C'est que maintenant, imagine-toi, tu te mets à la place d'un PDG avec son board, etc., et ses actionnaires. Ils disent, les gars, nous, on fait une activité qui rapporte, je sais pas moi, après impôt, après coût, etc., qui peut distribuer du 3-4% en dividendes. Pourquoi allons-nous donner ça à des actionnaires, 3-4%, alors qu'on peut lever de l'argent à 0% ou à 1%, racheter nos propres actions, les détruire, et en fait, on aura beaucoup plus à se distribuer entre nous. Ce que font les sociétés, donc maintenant, c'est justement, au lieu de faire de l'augmentation de capital, ils font exactement le miroir, qui est l'opposé, qui est le rachat d'actions, qui n'est rien d'autre que je rachète mes propres actions en m'endettant ou avec de l'argent de la boîte, du cash flow, tu vois. Je rachète les actions, puis je les détruis comptablement. Alors, les gens ils comprennent, mais quel est le but d'acheter et détruire? Ça m'a fait monter. En fait, quand tu rachètes et tu détruis, il y a moins de parts. Le gâteau, il est toujours pareil, mais on est beaucoup moins à table pour se le partager. Et donc, il y aura beaucoup plus de parts à se partager quand il y aura des profits et des bénéfices, etc., distribués sous forme de dividendes. Donc, voilà pourquoi maintenant, non seulement on ne fait plus d'augmentation de capital, on fait que on va juste sur le marché de la dette pour s'endetter gratuitement grâce à la BCE, etc. Mais en plus, on rachète nos propres actions, des fois en nous endettant, pour les détruire, pour toucher encore plus de profit. Donc, en fait, c'est l'inverse. C'est le rachat d'actions qui est l'inverse. C'est pour ça que je dis que c'est négatif. Et donc, alors pourquoi on fait tout ça, en fait? Pourquoi, dans ce cas-là, on a l'impression à la télé, sur BFM, quand on entend les hommes politiques, les banquiers, la BCE, pourquoi le gouverneur de la Banque de France, pourquoi le niveau de la bourse est si primordial? À la rigueur, on pourrait se dire que c'est une histoire de riches. Vu que ça ne finance plus les entreprises, donc ça ne va pas toucher les entreprises, c'est juste une manière de valoriser l'entreprise, sachant qu'elle ne se finance plus en vendant de ses actions, donc même elle s'en fout de son niveau, tu vois. Donc pourquoi c'est si important? Ok, ça pourrait baisser, si ça baisse les actions, il y a juste quelques riches qui seront un peu moins riches, quelques possédants qui seront un peu moins possédants. Ça, c'est le raisonnement primaire qu'on peut se faire. En fait, pas du tout. Pas du tout, parce que autant on peut, j'entends le discours, et je l'ai moi-même, qui dit que la bourse est complètement déconnectée du réel. Oui, ça c'est une réalité, ça. Oui, c'est une réalité. En tout cas, oui, mais il y a une connexion. Et les connexions, c'est toujours, il ne faut jamais s'embrouiller. Quand on parle de finance, d'économie, etc., et de monnaie, toujours revenir à la racine de tous ces trois termes que je viens de dire. C'est toujours la dette avec intérêt. Et donc, c'est ça la connexion. C'est que, en fait, quand tu empruntes, quand une société, je te dis, elle va emprunter, ou un fonds d'investissement, ou un fonds spéculatif, etc., va emprunter de l'argent, en fait, il faut bien comprendre que le citoyen normal, lui, quand il y va, il donne son coût. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je vais acheter une voiture, elle me plaît bien, on va voir combien tu gagnes, etc. Et ils vont te prêter 10, 15 000 euros pour que tu achètes ta voiture. Mais qu'est-ce que tu donnes en contrepartie, en gage? Parce qu'il faut que tu donnes une sécurité. La sécurité que tu donnes en garantie, ce que tu donnes à la banque, c'est déjà tes loyers, pas ton loyer, tes revenus, combien tu gagnes, tes salaires, etc. Le fait que tu aies un CDI, ça c'est une garantie, mais c'est pas assez. Ce que tu donnes surtout, moi ce que je pense que tu donnes surtout, parce que la voiture, à un moment, eux, ils vont pas aller la reprendre et la vendre et la saisir, etc. Ça c'est une galère de malade pour eux. Ce que tu donnes en garantie,
c'est ton statut social. Et ça vaut énormément cher. Et toutes les lois sont là, du côté du banquier, pour te détruire socialement si tu ne réponds pas. Tu peux être interdit bancaire. Et après, si tu es interdit bancaire en France, en gros, tu te tires un peu une balle dans le pied, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça la vraie garantie. Mais si on revient aussi dans le passé, qu'est-ce qui mettait les gens en garantie? Tu vois, donc on en parlait la dernière fois, mais il fut une époque où si tu empruntais et que tu ne remboursais pas, tu vois, on te prenait ta femme et tes enfants, on te prenait tes terres. On pouvait même jusqu'à te prendre toi et te rendre en esclavage. C'est passé dans l'Antiquité. Et plus récemment, tu vois, il y a des endroits un peu malfamés dans le monde où si tu ne rembourses pas, tu perds un bras. Tu vois, on te casse le bras, tu vois, jusqu'à ce que tu rembourses. Et donc, ceux qui connaissent le Crédit municipal de Paris, tu peux y aller et tu peux dire, voilà, moi je veux emprunter. Et ils te disent, mais qu'est-ce que tu me donnes comme garantie? Ils s'en foutent de tes salaires, de ce que tu as. Tu gages une montre, une Breitling, un collier, de l'or, etc. Et eux, ce qu'ils vont faire, alors on va en parler après, ils vont pas le prendre à sa juste valeur. Ils vont dire, bon, ton truc, j'ai l'impression que ça vaut à peu près 10 000 euros, mais moi, je te prête que 5 000 euros. Voilà. Si tu me rembourses pas les 5 000 euros, moi, je prends ces 10 000 euros en gage. Ton collier en or qui vaut, avec des diamants qui vaut 10 000 euros. OK? Donc, voilà. En gros, le crédit a toujours été adossé à une, toujours eu une contrepartie. C'est une garantie, une sécurité, un gage, etc. Le crédit est une aliénation. C'est-à-dire que, tu sais, dans le premier truc dont on t'a parlé, c'était comment je peux trouver de l'argent quand je suis un investisseur par l'augmentation de capital. C'est-à-dire, là, les risques sont partagés. C'est-à-dire que si on fait des profits, c'est ensemble. Si on perd, c'est ensemble. Tu vois? Il y a un peu l'idée de partenariat. Tu vois? Prise de risque, ouais, ensemble. Prise de risque ensemble. Dans le crédit, c'est fini. C'est-à-dire que celui qui est le créancier, la main du dessus est supérieure à la main du bas. C'est-à-dire que le créancier, celui qui prête l'argent, il est au-dessus, il est plus fort que celui qui emprunte l'argent. D'ailleurs, on en a parlé même étymologiquement dans plein de langues. Le crédit, c'est la morsure. La dette, c'est l'humiliation. C'est la corde au cou. C'est en allemand Schulden, c'est la culpabilité. Il y a nos anciens avaient bien compris que toute économie qui est fondée sur la dette, eh ben, elle n'est pas tout à fait socialement et politiquement neutre, ok? Et humainement d'ailleurs, hein, pour revenir à... Donc voilà pourquoi il y a un petit souci avec le crédit. Alors ce qui se passait aussi dans les temps anciens, c'est que les gens avaient compris que tous les 50 ans, en gros, il fallait faire ce qu'on appelle le jubilé, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens n'aient plus de dettes. C'est-à-dire qu'au bout de 50 ans, voilà, j'ai bien profité de ta femme, de tes enfants, de ton travail gratuit, de tes terres. Mais là, on fait le jubilé, c'est le grand pardon. Allez, tout le monde reprend tout, on recommence à zéro. Et voilà, là, les dés sont relancés. En gros, c'est comme si on relançait la partie de Monopoly tous les 50 ans. Okay. C'est-à-dire que en fait, la personne qui empruntait a déposé donc avec des garanties. Si elle avait des difficultés pour rembourser, eh bien l'emprunteur pouvait récupérer et exploiter ces garanties. Comme tu dis, ça peut être des terres, ça peut être même des aides, des humains, de la famille, l'esclavage. Voilà, les Médicis au Moyen Âge sont enrichis énormément comme ça. Ils prêtaient à usure de l'argent et en échange, ils prenaient en contrepartie des terres agricoles. Et ils sont enrichis énormément comme ça. On a donc l'étymologie biblique de jubilé. Le mot jubilé vient de l'hébreu yobel, terme dont la signification est incertaine. On considère généralement qu'il désigne un bélier, puisque dans la Bible, une corne de bélier est utilisée comme une trompette pour annoncer l'année du jubilé. Cette année-là est une année de libération générale. Les terres aliénées ou gagées devaient être rendues, les dettes remises et les esclaves libérés. Lévitique, et c'est même cité dans la Bible. Voilà, même les Sumériens avaient cette notion de jubilé. Mais c'est marrant parce que 50 ans, en gros, c'est le max quasiment. En gros, un cycle usurier, à cause de l'exponentielle, ça dépend du taux, tu vois. Mais avec un taux, on va dire, moyen entre 4 et 5%, en gros, ça explose au bout de 70 ans. C'est plus possible. Et c'est marrant que cette année de 50 ans, tu vois, est bien choisie, je trouve. Ouais. Mais tu vois, pourquoi aller jusqu'à là? Pourquoi permettre la dette, l'esclavage par la dette, etc. Et après dire, bon, on fait un jubilé pendant 50 ans. Tu vois, le mec qui est en début de cycle, il a perdu toute sa vie, tu vois. Lui, il est cuit, c'est fini. Ouais, il est cuit, ouais. Donc, qui est mis en esclavage en début de cycle. Donc, lui, il est cuit, tu vois.
Et c'est cette idée-là là, de dette. Et d'ailleurs, si un jour tu as le temps, tu pourrais aller voir comment on dit l'usure ou l'intérêt ou la dette en hébreu. Toujours, c'est l'Ancien Testament. Tu vois, c'est néché. Néché, c'est la morsure du serpent. C'est-à-dire que c'est le même mot pour dire dette avec intérêt et pour dire morsure de serpent. Mais on retrouve ça dans beaucoup de langues sémites. Sur ça depuis des siècles et des Par siècles. exemple, en arabe, c'est rav, ça veut dire mordre. En bambara, c'est la corde au cou. Tout le monde est d'accord, tu vois. Et je le répète encore, en allemand, c'est Schulden. Tu vois, c'est la culpabilité. Dette, ça vient du latin, ça vient étymologiquement du devoir. C'est le devoir. Toujours avoir à rendre compte, tu vois. Et donc, de nos jours, tu vois, pour revenir au sujet, pourquoi le niveau de la bourse est important, c'est que de nos jours, tu laisses plus ta femme et tes enfants au gage. Tu vois, on a un peu évolué, on est devenu très ingénieux, civilisé. On dit plus gage d'ailleurs, on dit collatéral. Tu vois. Donc le collatéral, finalement, c'est un gage. Ouais, c'est un gage. Et tu vois, en fait, c'est une sécurité. Et ce serait la bourse. Voilà, c'est la bourse. En fait, c'est quoi? C'est tous les actifs que tu peux apporter. Tu dis aux banquiers, alors ça, c'est les gros investisseurs, hein, c'est les fonds spéculatifs, etc. C'est par exemple Archegos, celui qui a quasiment fait perdre 10 milliards aux banques là récemment. C'est qui vient et dit, voilà les gars, moi, je gère 10 milliards. Ok, ça c'est mon vrai argent. Prêtez-moi de l'argent pour que je puisse me leverager. Ok. Et ce que font les banques, ils lui disent, OK, on veut bien te prêter de l'argent, mais ramène-nous quelque chose en garantie. Et au cas où la garantie n'est pas assez parce que tes investissements vont contre toi, on te demandera alors des appels de marge. Donc les appels, ceux qui connaissent le film Margin Call, ça vient de là. Les appels de marge, c'est quoi? C'est qu'en gros, le collatéral, c'est la grosse garantie, c'est la grosse sécurité. Et les appels de marge, c'est le réajustement de ce gros collatéral. Mais tu vois, ils l'ont appelé collatéral, on pourrait l'appeler gage. En gros, tu veux dire que hedge fund, là, pour pouvoir investir, tu disais, il voulait faire du leverage, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, moi j'ai une petite somme, je ne peux pas investir qu'avec cette petite somme, il m'en faut beaucoup plus. Bah oui, surtout avec un environnement de taux bas. Et c'est ça qui est joli. C'est que plus les taux sont bas, plus les rendements sont bas, tu vois, des actifs, etc., et plus ils ont besoin de leverager. Mais pourquoi les taux sont bas? Parce que justement, les banques centrales, elles arrosent le marché obligataire de nouvelles monnaies pour acheter des obligations. Ça, mécaniquement, c'est compliqué à comprendre, mais ça fait baisser les taux d'intérêt. Donc, les rendements sont bas parce que l'argent est là, est prolifique. Coule à flot. Et puisqu'il coule à flot, les mêmes mecs le prennent pour spéculer. Et juste, c'est incroyable. Et si on revient toute cette quantité d'argent pour pouvoir donc profiter, faire du leverage, faire du levier par rapport à leurs apports. Pour revenir à ce que tu disais, ils doivent déposer une garantie. Et cette garantie, elle est ajustée en fonction de si leur investissement est bon ou pas. Monte ou baisse. Voilà. Donc, s'il monte, tout va bien. Au pire, ils libèrent un peu de ce collatéral. Et si ça baisse, ils leur demandent de ramener des nouvelles garanties, des nouveaux titres, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils perdent de l'argent Alors, voilà, ce qui se passe, c'est que donc quand toi, tu empruntes, tu dis, voilà, moi, soit j'ai de l'immobilier quand c'est un particulier ou des grosses sociétés immobilières, etc. Ou si c'est des hedge funds. On va prendre le cas d'Archegos qui est l'affaire en cours, là. Archegos, lui, c'est un family office. Donc, on rappelle que le responsable d'Archegos, c'est Bill Wang. Donc, en gros, c'est un family office qui ressemble beaucoup à un hedge fund, en fait, un fonds spéculatif. Il gérait 10 milliards de dollars. Donc, lui, il se dit, moi, c'est bête, tu vois, j'ai envie de faire vachement d'argent, je peux leverager. Donc, il a leveragé, alors ça dépend des chiffres, c'est entre x5 et x10. C'est-à-dire que lui, il disait aux gars, donnez-moi du crédit et vous inquiétez pas, je vous donne du collatéral, c'est-à-dire des actions. Et si le marché baisse, vous pouvez toujours vendre mes actions, récupérer votre argent. OK ? Et il a fait ça avec plusieurs personnes, etc. Et à un moment, il n'arrivait plus à répondre aux appels de marge parce qu'il a gagné. Son portefeuille est monté jusqu'à 10 milliards. Tant que ça gagne. Bah oui, mais c'est ça qui est joli, c'est que ça, en fait, c'est le propre du capitalisme financier qui repose sur la dette. C'est que plus ça monte, plus tes titres prennent de la valeur
Oui. Et plus tu es balèze pour apporter du collatéral et pour t'endetter et pour en remettre une couche. Voilà, donc le truc, c'est ça, c'est qu'il est reparti. C'est infernal. En fait, c'est la phase maniaque. Voilà, tu vois, là, c'est quasiment 2 des plus gros fonds au monde. Tu vois, ils ont que 42 milliards l'un d'argent à gérer, l'autre en a 29. Mais ils arrivent à asset under management, ça veut dire ça, c'est ce qu'ils gèrent, tu vois. Et ils arrivent à faire du leverage 8,1 pour l'un et 6,6 pour l'autre. Ouais. Tu vois. Et imagine si, avec les 42 milliards, ils avaient pu, avec vachement d'intelligence, faire que du 1%. C'est-à-dire, ça c'est énorme, hein, 1%. Hein, c'est, bon, là, c'est aux US, mais eux, ils sont investis un peu partout dans le monde. Mais si on regarde par rapport à un investisseur français, faire 1%, tu bats le rendement de la France de 1,5. Parce que quand tu prêtes de l'argent à la France, à l'État français, qui est l'investissement le plus sûr, tu récupères moins que ce que tu as mis. Tu récupères moins 0,5% de ta mise, tu vois. Donc, si tu as mis 100, au bout d'un an, tu n'as que 99,5. Alors que là, imagine s'ils font que du 1% sur les 42 milliards. C'est déjà énorme. 1%, c'est mieux que moins 0,5. Mais là, avec le leverage, au lieu de faire 1, ils arriveront à faire 6,6%. Et on est dans un monde où il n'y a pas de croissance, où il n'y a pas de création de valeur. Donc, si eux se font de l'argent, ça veut dire qu'il n'y a pas de création de valeur, c'est qu'il est un peu pris quelque part. Les prime brokers vont te prêter facilement de l'argent. D'ailleurs, c'est comme ça que ça commence au départ. Tu ramènes de l'argent, eux te font acheter et vendre des actions avec, mais ils les ont en main, tu vois. Si ça part en vrille, ils te coupent. Alors, couper, ça veut dire couper les positions. C'est ce qui s'est passé avec Archegos. C'est que petit à petit, il a commencé, lui, il n'avait que 10 milliards. Son portefeuille est monté jusqu'à 110 milliards. Et donc, ces 10 milliards initiaux sont devenus 20 milliards, tu vois. Mais d'un seul coup, quand les valeurs chinoises qu'il avait ont commencé à baisser tout doucement, il n'arrivait plus à apporter le margin call, l'appel de marge. C'est-à-dire que la voilure de son portefeuille était trop élevée. Et donc, il n'arrivait plus. Et les banques malines, qui sont Morgan Stanley, Goldman Sachs et dans une moindre mesure Deutsche Bank, se sont rendus compte de ça et sont vite fait débarrasser de ces actions pour arriver à ne pas perdre de l'argent. Et il y a 2 banques qui ont traîné et qui se sont fait avoir parce que c'était beaucoup moins réactif que les autres, qui sont Crédit Suisse et Nomura. Donc, Crédit Suisse est tombé hier. Ils ont perdu 5 milliards. Nomura, c'est entre 2 et 3 milliards. On estime que toutes les banques, c'est autour de 10 milliards ce qu'elles ont perdu dans l'affaire Archegos. Et ça, c'est un seul hedge fund. Alors, 10 milliards, pour que les gens comprennent, c'est 2 fois l'affaire dite Kerviel. Parce que j'aime bien dire l'affaire dite Kerviel, parce que on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Donc, 10 milliards, c'est le double. Il faut rappeler que quand on a dû déboucler l'affaire Kerviel, il y avait 50 milliards d'actifs à déboucler. C'est-à-dire qu'il fallait vendre pour 50 milliards. Là, il fallait vendre pour 100 milliards. Ok, c'est marrant parce qu'on a les pertes dans l'affaire Kerviel, c'est 5 milliards. Et là, c'est le double, c'est 10 milliards. On dirait qu'il y a un petit... tu vois, un petit prix, tu vois, ça va te coûter 10% de ce que tu as à déboucler. Mais ce qui est marrant, c'est que là, ce sont les actions qui ont baissé fortement, les valeurs concernées, tu vois, chinoises, qui ont baissé 30%, et le marché n'a pas bougé, il est dans le déni. Tu vois, le marché n'a fait que de monter depuis cette affaire. Il a à peine baissé et est remonté derrière. Pourquoi? Parce que l'argent, comparé à 2008 et à l'affaire Kerviel, janvier 2008, c'est que l'argent, de nos jours, il coule à flot. Il y en a plein. Tu vois, les chèques Biden, etc., les petits gens qui vont sur Robinhood, qui vont acheter des actions, les hedge funds, qui leverage, etc. On est vraiment dans une phase maniaque du cycle capitaliste usuraire, c'est-à-dire du cycle usuraire. Allez, tout simplement, j'aime pas le mot capitaliste, parce que le capital, c'est bien en fait, comme on l'a dit, quand on partage les risques, tu vois, et il faut sortir un peu de cette binarité où le capital c'est mauvais ou bien. Non, capital, quand c'est prise de risque ensemble, partenariat, on gagne ensemble, on perd ensemble, ça c'est très bien. Mais quand ça devient le capital, c'est juste par endettement et je m'achète sans rien détenir, si ce n'est une dette gratuite, acheter des actions et de l'immobilier pour toucher des dividendes ou du loyer, là ça ne va plus, tu vois. Là c'est pas le capitalisme sympa, tu vois. Là, il mérite son isme, le capital. Je veux revenir justement sur le point précédent où tu disais que ça n'a pas du tout bougé malgré cette énorme affaire donc de perte cumulée de 10 milliards suite à cette affaire avec Archegos.
Et on voit donc le CAC 40, tu l'as commenté, voilà, il a quasiment pas bougé, il est quasiment à son plus haut niveau de 2000. Alors toi qui étais justement qui a travaillé cette période-là et qui était en plus spécialisé sur le CAC 40, comment tu nous analyses ça? Comment quand on voit un graphique comme ça, on comprend plus rien, quoi. Avec Kerviel, il y a eu, on était là, bon, il y avait il y avait un sens, et puis maintenant. Alors, de base, ton graphe commence pas plus tôt. C'est qu'au début des années 90, il y a eu une énorme bulle. C'est la bulle Internet. Et c'est marrant parce que les marchés, en fait, même si c'est des bulles, ont toujours raison, en fait, mais un peu trop en avance. Parce qu'à l'époque, tu vois, on savait que c'était une technologie nouvelle, Internet, etc. Et ça rentrait dans l'imaginaire des gens. Mais on ne savait pas que plus tard, ça allait donner des Twitter, des Facebook, etc. Tu vois, Amazon, à peine à cette époque-là, Google aussi, tu vois. Mais c'est ceux-là, et non pas les Netscape ou je sais pas quoi de l'époque qui avaient pris des valeurs, des valorisations de malades et qui n'existent plus quasiment aujourd'hui, tu vois. Et donc ce qu'il faut regarder, c'est avec 6 922 euros au plus haut, en fait, qu'est-ce que je pouvais acheter à l'époque? À l'époque, je pense que tu pouvais acheter facilement, à ce prix-là, très facilement, 1 mètre carré dans le 16e. Très facilement, parce que dans le 4e, ça valait 3 000 euros au début des années 2000. 4 000 euros. Donc, à 7 000 euros, tu achetais dans le meilleur quartier de Paris. OK? Aujourd'hui, dans le meilleur quartier de Paris, ça vaut 17 18 000 euros. Donc, déjà, tu as perdu en valeur si tu le compares à l'immobilier. Voilà. Mais ce qui s'est passé entre si tu avais investi à 7 000 jusqu'à aujourd'hui, tu as touché des dividendes. En gros, 3% de dividendes. Et si tu fais 3% de 7 000, ça fait à peu près 200 points de dividendes. Tu vois, tu regardes, ça fait 200 points de dividendes sur 20 ans, ça fait pas mal, tu vois, ça fait quand même 4 000 points de CAC. Et ça, ils sont pas dedans, tu vois. C'est pour ça que quand on regarde, quand on veut être un investisseur et quand on veut regarder vraiment les indices, il faut les regarder en total return. OK? Après, là, tu parles donc pour les actions qui versent des dividendes. Voilà, exactement. Bien entendu, c'est le cas du CAC, en fait. Regardez encore mieux que le total return, c'est le rendement réel. C'est-à-dire, c'est quoi le rendement réel? C'est, tu regardes combien j'ai investi pour acheter l'action ou le panier d'actions, combien ça donne de dividendes, OK? Mais, tu vois, si ça rapporte du 3% de dividendes, c'est pas mal. Mais quelle est l'inflation? Si l'inflation est de 2%, mon rendement réel est que de 1%. OK? Tu as compris? Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte. Il faut le ramener à l'inflation toujours. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'inflation. Alors, même si on prend les chiffres de l'INSEE qui sous-estiment big time l'inflation réelle, donc je prends leurs chiffres. Si on regarde la différence entre 2008 et 2021, en gros, 100 euros d'aujourd'hui ne valent que 85 euros de 2008. C'est-à-dire qu'en pouvoir d'achat, celui qui a mis 100 euros à la banque en 2008 et qui ne les a pas touchés, en réalité, il a perdu 15%, voire plus 17% de pouvoir d'achat. Et ça, c'est énorme, parce qu'on parle d'une période où on nous dit qu'il n'y a pas d'inflation. OK? Donc, ce graphe, il dit énormément de choses, en gros. Et il faut toujours ramener ça à votre réel, à vous. Qu'est-ce que je pouvais acheter avec? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que je me suis fait avoir de l'inflation ou pas? Est-ce que les dividendes, j'ai pu les réinvestir quelque part? Est-ce que ça m'a mis un peu de beurre dans les épinards, etc. OK? Mais après, tu vois, quand tu vois quelque chose qui fluctue comme ça, tu vois, il faut vraiment, quand tu investis en bourse, moi, je le fais pas personnellement, donc jamais investi une seule action en bourse. Comment ça? C'est-à-dire que tu n'as pas Non, moi, ça me. Pour moi, il faut toujours qu'un investissement soit. C'est personnel. Hein, tu vois, on parle de bourse, etc. J'ai travaillé en plein dedans. Tu sais, ils disent toujours les cordonniers, c'est les plus mal chaussés. Moi, j'ai toujours besoin que l'investissement soit rapporté au réel. C'est-à-dire, il faut que je vois de mes propres yeux. Soit que c'est des amis qui ont investi, soit c'est une petite structure, je suis au courant, je peux apporter ma pierre à l'édifice, etc. Mais tu vois, comme tu étais déjà dedans, de toute façon, ça t'exposait doublement, donc c'était pas. Exactement, ça servait à rien en fait. Si la bourse montait, c'était déjà pour moi, etc. Mais même, tu vois, tu vois, c'est un peu de l'abstrait quand tu regardes comme ça, tu vois. Imagine, tu as investi 7 000 euros et au plus haut là,
Et après, tu te retrouves avec 2004 au bout de 3, 4, 5 ans. Bien sûr que ça va remonter, mais il faut être très, très patient et pas regarder. Mais c'est pas donné à tout le monde, ceux qui mettent tout leur argent. Et en fait, ce que tu vois, depuis 2008, ils peuvent plus se permettre que le marché baisse. Tu vois, parce que si le marché baisse, en gros, on rentre dans une spirale négative qui fait que plus le marché baisse, moins il y a de collatéral, plus il y a de défauts sur le crédit, et plus les banques vont être frileuses pour donner des nouveaux crédits, et plus elles vont devoir vendre le collatéral, donc le marché va baisser. Et tu vois, c'est vraiment dans un cercle. Voilà, et ça, c'est la phase dépressive du marché. Moi, on a vraiment créé une économie autour de la dette qui est une économie de dette de maniaco-dépressif. Et c'est pas pour rien que dans les pays qui sont le plus capitalistes, tu vois, le plus liés à la dette et à la finance, ceux qui consomment le plus de médicaments anxiolytiques, etc. Donc, antidépresseurs. C'est pas pour rien, c'est que vraiment on a créé cette société où on se rend pas compte, hein, tu vois, parce que les gens se rendent pas compte. Ils disent, oui, mais moi c'est pareil, si que je prenne un crédit ou un loyer, c'est pareil. Du coup, c'est ce qui explique que c'est dû au fait qu'ils arrosent maintenant. Est-ce qu'ils ont pris la leçon de 2008 où la bourse avait vraiment énormément chuté, et là directement ils ont allongé parce que la crise de 2020 était normalement devait être beaucoup plus grave. Et ils ont arrosé immédiatement avec vraiment des grosses sommes pour pouvoir faire en sorte de le remaintenir à flot. Et comme tu disais, maintenir donc ce fameux collatéral, puisque maintenant la bourse, c'est leur collatéral qui permet de continuer à développer toute leur richesse finalement basée sur la dette, quoi. Exactement. Donc, si je vais reprendre une image. Je ne savais même pas que ce gars-là en avait parlé en 1932, mais moi je le disais souvent, j'ai toujours l'idée, moi, du marché qui est comme un cocaïnomane, tu vois. Et il a besoin de sa cocaïne. Il a besoin d'être à chaque fois à fond, à fond, à fond, à fond. Et c'est quoi sa cocaïne? C'est la monnaie fraîche. S'il n'en a pas, il rentre en dépression et il peut tuer l'économie réelle. Et il y a un ministre des Finances qui a été 7 fois ministre des Finances, qui s'appelle Joseph Caillaux, qui a repris exactement la même image en 1932 en parlant de morphine monétaire. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on ne peut plus se permettre que l'économie, le business du crédit rentre dans une phase dépressive, c'est-à-dire où la confiance est perdue et où il y a de plus en plus de faillites. Parce que là, le château de cartes s'effondrerait et l'immobilier est à zéro, les actions aussi. C'est ce qui devait se passer d'ailleurs en 2008, mais on ne fait que de se battre contre ça. Et donc, on est obligé de répondre à un problème de leverage et de dette par toujours plus de dettes. Donc, au début, qui endette? C'est banques commerciales, BNP, Société Générale. Et après, qui endette les banques commerciales, puisqu'elles puissent endetter tout le monde, etc. C'est les banques centrales, la BCE, la Fed, etc. Et donc, oui, on est rentré dans cette phase où constamment, on doit être dans l'euphorie, toujours au plus haut. Et en fait, on retarde à chaque fois l'échéance. On retarde, en fait, comme tu dis, l'overdose, quoi. Ouais, on retarde l'overdose. Mais quand ça va arriver, rien n'est gratuit. Ça sera encore plus violent. Parce que si tu regardes bien, en 2008, on avait juste un tout petit problème de crédit immobilier et un peu de surinvestissement, des produits toxiques, etc., financiers, purement boursiers. Maintenant, on a tous les problèmes qui vont avec. On a les inégalités de richesse, les chaos sociaux, tu vois, les crises de la dette, l'environnement. On a tous les 7 planètes qui sont alignées, tu vois. Mais alors, à chaque fois qu'ils repoussent le problème avec de l'argent facile, tu vois, de la dette, en l'injectant dans les marchés financiers, on fait que repousser le problème. Penser qu'on va résoudre les problèmes juste en appuyant sur une touche d'ordinateur et créer de l'argent à partir, il sera réglé, mais il faut croire au Père Noël et encore.